Hey, salut Fred. Hey Stéphane, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Yes. Cynthia, tu es arrivé? Ça sent bien, ça sera pas trop long. Elle s'en vient? Oui. Puis comment ça a été? Ça a bien été. Ouais. Elle va être contente. J'y ai fait son essai du 5,70. Fait que le sportsman. Salut les gars! Salut, ça va? Ça va? Hey! Tu m'avais demandé d'essayer le 5,70. J'ai fait ma job. On l'a essayé. Ah, cool! On l'a même testé avec une passagère à part de ça. Comme promis, Stéphane Miville vient nous parler du nouveau Polaris, le Sportman 570. Eh oui, tu me l'avais demandé, fait que je l'ai testé. Le Sportsman 570 pour faire un petit comparable un peu avec le CF Moto qu'on a essayé la semaine passée, le C-Force 500. Donc, c'est deux places, le Sportsman 570, dossier, poignée pour les passagers. Donc, un beau petit véhicule pour être capable de faire du sentier. C'est vraiment un véhicule de promenade. Mais on s'est amusé aussi, même dans les roches. Je me croyais sur... Oui, dans les grosses roches. Je me pensais même sur un gros Monster Truck. Mais c'est sûr que c'est pas le même poids parce que c'est pas mal lourd, je pense, un Monster Truck. Ouais. Hein? Ça, c'est 10 000 livres. 10 000 livres. Bon, là, on parle plutôt des alentours de 800 livres, 825 livres à peu près pour un Sportsman 570. Parfait, Stéphane. On va aller voir ton topo. Là, on vient de trouver un beau spot chez un de mes chums. On va aller essayer le Sportsman 570 2 places 2017. Polaris Sportsman 570 Touring. Belle machine 2 places. Un bon dossier pour le passager. Le siège est confortable. Une bonne prise pour le passager. Ça, c'est bien important de ce côté-là. La force de Polaris, c'est une bonne suspension. C'est un véhicule muni d'un moteur 570 cc de 44 chevaux, un monocylindre, 4 temps. On a un système EPS, cerveau-direction, moins dur sur les bras, plus facile dans des conditions de terrain qui sont plus rough un petit peu. Ça travaille bien. Un beau grand espace de rangement à l'avant, donc il y a de la place en masse. Du côté, maintenant, 4x4. Donc, bien entendu, le principe 4x4, 2x4 et également en mode 4x4 lors des descentes. Donc, le véhicule compresse tout seul. Donc, c'est intéressant aussi dans les endroits qui sont bien escarpés. Donc, véhicule avec le frein à la poignée du côté gauche pour l'avant, le frein arrière au niveau du pied. Des roues de 14 pouces. Un bon véhicule pour la randonnée dans l'enceinte. Donc, c'est un véhicule qu'on a bien hâte d'aller tester. On s'en va tester ça pour vous. Sportsman 570. Ça fait quelques années que ce petit moteur-là existe chez Polaris, mais à chaque année, je pense que c'est surprenant. La puissance est au rendez-vous pour un petit monocylindre de seulement 570 cc, 45 chevaux, ça livre la marchandise. On aurait un petit point d'amélioration peut-être au niveau de l'embrayage, avoir un embrayage qui pourrait être un peu plus doux. Mais je pense que dans l'ensemble, ça livre vraiment ce que ça donne. C'est un bon véhicule. On l'a testé dans des bonnes conditions avec le 4x4, avec le 4x4 au différentiel barré aussi. Ça fonctionne à merveille.
même si c'est un 2 passagers. Côté suspension, ça fait la job aussi. Je pense que le véhicule dans l'ensemble est confortable. À considérer dans votre prochain achat. Une belle machine. Oui, c'est une belle machine. C'est vraiment le véhicule le plus vendu chez Polaris. Petit moteur économique, très performant pour un 570. Polaris, ça fait des années qu'ils ont ce moteur-là. Ils ont bien réussi. C'est un moteur qui est bien calibré, une machine qui va bien. Ils ont des petits défauts comme tous les véhicules. Le 570, petite bouffée de chaleur sur le côté du marchepied un peu, côté des mollets. Il manquerait peut-être un petit peu d'isolation de ce côté-là. Il y a un système aussi EBS, qui est un système un peu comme de la compression. OK, compression. OK? Freinage moteur, si on veut. Donc, à bas régime, c'est tannant un petit peu. À haut régime, ça fonctionne à merveille. À bas régime, il faut s'habituer à travailler avec lorsqu'on descend une pente Puis tu peux tranquillement. pas le désactiver. On ne peut pas le C'est vraiment désactiver, activé. donc c'est vraiment un véhicule avec lequel il faut apprendre à travailler. Avec- Et mis à part ça, là, c'est vraiment un beau véhicule. C'est un beau véhicule de promenade. Ça fonctionne bien, c'est performant, économique. Mais là, tu es allé l'essayer avec ta fille comme passager à l'arrière. Je suis pas le genre de fille à aller s'asseoir. Ça me surprend pas arrière, trop ce que mais- tu me dis là, mais bon. Effectivement, je l'ai essayé avec ma fille de 14 ans, qui est quand même assez grande, là, qui est une OK. fille de 5 pieds 7 et plus, là, donc c'est un peu comme une adulte. Donc, on a été capable de faire des comparables avec le CF Moto. C'est sûr qu'au niveau de l'ergonomie, Polaris a une petite longueur d'avance. OK? Au niveau de la position des mains, au niveau de être capable de se tenir au niveau du passager, c'est un petit peu mieux conçu. On est plus confortable un peu. Côté banc, c'est correct, ça se ressemble. Le dossier est très confortable sur les deux véhicules, peut-être même un peu plus du côté du CF Moto. Par contre, au niveau suspension, je donnerais un petit plus du côté Polaris. Polaris a beaucoup d'expérience au niveau suspension. Ça fait des Suspension. années qu'ils sont renommés pour avoir des suspensions qui sont confortables dans le monde du VTT. Ça paraît. Mais CF Moto est un véhicule, comme on a dit la semaine passée, plus équipé. C'est Donc, très au niveau nouveau aussi, qualité-prix, je dirais qu'il y a un bon comparable entre les deux. Mais longueur d'avance du côté du 570 pour la performance, développe plus de puissance, 44 chevaux environ du côté du Polaris, OK, quand même. contrairement à environ 37,5 là, de mémoire du côté du CF. Pas une très grande différence. Pas une grosse C'est différence. vraiment un leader dans plein de domaines, mais surtout dans le domaine de la motoneige. Oui, dans le motoneige, Polaris, c'est très fort aussi. On a essayé ça dans la région de West Yellowstone, Montana. OK. On va avoir des vraiment belles images pour Mais il faut tous les vraiment que tu nous téléspectateurs. reviennes avec ça parce que c'est un topo qui m'intéresse beaucoup. Au retour, on s'ouvre une nouvelle zone. Hey Fred, j'ai une idée. Ouais. Embarque dessus, je vais te pousser. Ah oui, donc. Salut Jean, Cynthia, salut Fred. t'arrives juste à temps, on va faire la capsule. Ben Sur oui. l'entretien, justement, on fait l'entretien du Ben oui, garage. ben c'est parfait, ça, on est dans le même thème. Aujourd'hui, dans la zone bateau, j'ai Jean de Québec Yachting qui vient nous parler de l'entretien du bateau parce qu'on sait qu'avoir un bateau, c'est pas donné. Absolument, Cynthia, c'est très bien dit. C'est un gros investissement, c'est des milliers de dollars. Alors, il faut bien entretenir à longueur durant la saison. Dépendamment où est-ce qu'on circule, dans des lacs, le fleuve, il faut nettoyer régulièrement la coque. Parce que sur la ligne de flottaison, les algues, la saleté... Ça fait comme un dépôt, là, ouais. Exactement. Alors ça, il faut nettoyer ça le plus possible. Est-ce qu'on utilise beaucoup des produits ou Oui, c'est vraiment- il y a des produits très puissants qui servent à nettoyer la coque, entre autres. Et puis même l'intérieur aussi. On a des banquettes de cuir, sont exposées au soleil. Encore là, il y a des produits qui sont parfaits pour ça. Ce qui peut nous aider, Cynthia, aussi, pour tous les propriétaires de bateaux, c'est le fameux guide du fabricant qui nous donne toutes les étapes utiles et les échéanciers aussi à respecter durant la saison pour bien entretenir notre bateau. Il faut se rappeler aussi que plus le bateau vieillit, plus il demande d'amour, plus il demande de temps pour l'entretenir. Ça va de soi. Quand c'est neuf, on n'a pas de problème, on a la garantie, on dort tranquille. Mais plus il vieillit, il faut mettre un peu plus de d'amour. temps. Et aussi, il faut mentionner que dépendamment des types de bateaux,
l'entretien diffère. Alors que ce soit bateau de pêche, bateau de plaisance, Bateau de un voile, voilier, Et exactement. arrive finalement à la fin de la saison, le moment triste. On doit remiser le bateau pour l'hiver. Tout à fait, Cynthia, la nostalgie de la fin de la saison, c'est pareil pour tous les sports saisonniers. Alors, c'est important de bien hiverner notre embarcation. On parlait tout à l'heure de notre investissement, il faut le protéger. Pourquoi j'en ai eu besoin? Ah, OK, merci, Fred. Écoute, je te dirais que les mieux nantis ont l'occasion, eux, d'aller porter leur embarcation en naviguant, même Moi, souvent dans le sud. Ça serait plus mon style. Là. Oui. Peut-être aller le porter en Jamaïque ou même en Floride. Là. Passer l'hiver avec mon bateau. Là. Absolument, le rêve de tous et chacun. Sauf qu'il faut faire attention aux ouragans. Il y en a eu plusieurs dernièrement, tout à fait. Écoute, pour le commun des mortels, l'idéal, c'est encore de le faire par le concessionnaire. Ils ont l'expertise pour ça. Il y a un coût, évidemment, c'est plus coûteux. Et moi, ce que j'aime, les gros concessionnaires ont des entrepôts gigantesques. Moi, ça m'est arrivé. Mon bateau est au chaud tout l'hiver, oui. C'est merveilleux. On sait qu'on n'a pas à se casser la tête. On arrive au printemps, on est prêt pour l'utilisation. Justement, j'ai fait la rencontre d'Amélie chez Mathias. On a vu toutes les étapes du remisage pour le bateau. On va aller voir ça. Qui approche. Moi aussi, je suis un peu nostalgique. On voit tous les bateaux en arrière, mais c'est le temps de l'hivernisation. On va aller voir Amélie qui va nous donner tous les conseils nécessaires pour la bonne maintenance. Et elle va aussi nous parler de l'entreposage. Suivez-moi! Amélie, aujourd'hui, on est dans le paradis du bateau. Ben oui, bienvenue chez nous. Merci. On vient parler comment hiverniser son bateau. On a ici des bateaux de toute grandeur. On a des bateaux un peu plus petits, un peu plus gros. En fait, on part de la moto marine jusqu'aux bateaux qui ont plus que 60 pieds. Puis c'est ça, on part toutes sortes de moteurs aussi, là, de la turbine, aux pieds, au moteur en bord, au Puis bateau. on sait qu'un bateau, c'est quand même dispendieux et le moteur, c'est important de faire une bonne maintenance. Est-ce que tu peux me dire les erreurs, dans le fond, qu'un propriétaire de bateau peut faire? Bien, les moteurs de bateau sont refroidis à l'eau, donc c'est super important quand on vient le temps d'hiverniser, c'est de bien drainer le moteur pour s'assurer qu'il ne reste pas d'eau dedans avant de venir mettre l'antigel. Pour les croiseurs, puis même certains pontons qui ont des systèmes d'eau, bien, c'est important de venir hiverniser les systèmes d'eau aussi, puis les systèmes d'air climatisé. Tout ce qui touche à l'eau, c'est comme un chalet. Quand on ferme son chalet pour l'hiver, il faut tout fermer pour empêcher que les tuyaux pètent, mais c'est le même principe pour un bateau. Qu'est-ce qui s'offre pour les consommateurs pour remiser leur bateau? En fait, il y a l'hivernisation des moteurs pour les bateaux qui vont rester à l'extérieur. OK. Il y en a qui vont le garder chez soi, ils vont le mettre en dessous d'un tempo ou ils vont mettre une bâche par-dessus. Dans le fond, ils vont emmener leur bateau ici, faire la maintenance et le ramener à la maison. C'est ça, une fois qu'il va être hivernisé. Il y a aussi les pellicules thermorétractables, que c'est une toile, dans le fond, qu'on va chauffer, qui va venir vraiment mouler le bateau. Il y a l'entreposage intérieur. Il y a des entreposages qui sont chauffés, non chauffés. Nous, on offre l'entreposage chauffé, l'entreposage extérieur, puis les services d'hivernisation. Hiverniser son bateau, ça comprend quoi? Mais ça comporte plusieurs choses, en fait. Pour les bateaux open deck, c'est principalement l'hivernisation du moteur. On va débrancher les batteries. Quand les clients nous apportent un bateau ici pour une hivernisation, nous, on va faire une vérification visuelle du bateau rapide. On ne va pas chercher les problèmes, on va juste prendre vraiment ce qui saute au visage. Une strate moteur qui commence à craqueler, une pompe à eau qui ne pompe pas bien. Si l'huile coule puis est couleur mocha, ou ça veut dire qu'il y a de l'eau dans l'huile, et on a un problème. Donc, on va faire une vérification visuelle pour que les clients puissent vraiment apporter les soins nécessaires à leur bateau pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible. C'est quand même un gros investissement. Il y a des bateaux de tous les prix, mais pour plusieurs, c'est un rêve. Donc, on veut que... C'est important de bien l'entretenir. On veut prendre soin des rêves de nos clients, en fait. Donc, chaque bateau a sa maintenance particulière. Absolument. Ça dépend des types de bateaux. En fait, quand on parle d'un bateau open deck ou d'un croiseur, les soins du moteur vont être sensiblement les mêmes, mais au niveau des autres accessoires, ça va être différent. Les croiseurs ont souvent des toits campeurs, des toiles avec des micas qui vont faire tout le tour ça doit du craquer, cockpit. Ça, des fois, c'est sûr qu'au froid, ça n'aime pas beaucoup la variation de température. Puis si c'est un bateau qui est entreposé à l'extérieur, quand on va venir mettre la petite pellicule thermoplastique, bien, il faut enlever le toit parce qu'on va mettre des poteaux pour le tenir, puis on va tout attacher ça avec des cordes. On le met à l'intérieur du bateau? On peut le laisser à l'intérieur du bateau. On peut le garder à la maison aussi dans des sacs de rangement.
C'est sûr que moi, je conseille de le laisser à l'intérieur de la maison pour les bateaux qui sont entreposés à l'extérieur. Sinon, pour les bateaux qui sont entreposés à l'intérieur chauffés, nous autres, on peut les laisser là. Tout ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être poussiéreux au printemps. OK. Mais j'aime mieux avoir, Passe un petit linge. j'aime mieux avoir un toit poussiéreux qu'un bateau poussiéreux. Donc, vraiment, ce qui est conseillé, c'est d'aller voir son manuel du fabricant et aussi d'aller voir un concessionnaire. Absolument, c'est tout le temps de se référer à son manuel du fabricant, c'est eux autres. On évite tous les pépins. On évite tous les pépins comme ça. Puis c'est sûr qu'en ayant consulté des professionnels aussi, bien, vous mettez toutes les chances de votre côté de garder votre bateau le plus longtemps possible dans le meilleur état possible. Merci beaucoup, Amélie, pour toutes les informations. Bien, ça m'a fait énormément plaisir. Comme on a pu voir dans le reportage, c'est important de bien faire toutes les étapes, mais surtout au niveau du moteur. C'est un investissement important, le bateau. La pièce maîtresse, c'est le moteur. Plus souvent Comme qu'autrement. le cœur, oui. Exactement. Plus souvent qu'autrement, les bris vont arriver au niveau du moteur. Alors, c'est primordial. Le concessionnaire, ça demeure encore, selon moi, ouais. la meilleure endroit. La meilleure option pour... Exactement, pour dormir en paix, à tout le moins, durant l'hiver. Et merci beaucoup, Jean. Je pense qu'on va aller rêver au bateau et à la plage. Et on se revoit ce printemps? Oui, on se revoit ce printemps. Good. Reste avec nous. On est de retour dans un instant. Donc, ça fait combien de temps environ que vous faites ces voyages partout dans le monde? Ça fait 22 ans. 22 ans. Je pense que je vais vous inviter à vous asseoir et on va en parler davantage. Dans la zone bateau, on parle avec Michel Brassard. Michel, comment on se prépare pour une longue destination? Comment on s'organise? Il faut connaître les destinations avec marine, avec assez de précision quand même, et préparer le bateau, évidemment, en conséquence. Alors, il faut avoir des réserves d'eau, de nourriture, de tout ce qu'il faut. Si on se blesse, il faut avoir pensé à tout à bord. Puis je me demandais aussi, est-ce que c'est différent? Moi, je voyage beaucoup en avion pour le travail. Est-ce que c'est différent de voyager en avion, arriver, penser à, mettons, au déplacement? Très différent, oui. Quand on débarque de l'avion, on est un pur étranger, un touriste, quelqu'un que... Quand on débarque en bateau, il y a un quai, il y a des pêcheurs, il y a des gens de la place, il y a d'autres gens de bateau. C'est pas le même accueil. C'est beaucoup plus accueillant qu'un aéroport, oui. C'est pas du tout la même façon d'arriver, c'est pas le même monde, c'est pas la même ambiance. Et on se sent vraiment invité dans le pays quand on arrive sur un port plutôt qu'un aéroport. La passion, Michel, est-ce que c'est venu à la retraite? C'était probablement à la naissance, oui. Ce goût-là se développe, par contre. On a un goût au départ de les connaître, de voir ce qu'il y a à l'horizon. Qu'est-ce qu'il y a plus loin, là? C'est toujours fascinant, ça, pour la plupart des gens. Ça se peut-tu que plus on voyage et plus on a le goût de voyager? Ça oui, ouvre beaucoup de portes? absolument. Plus on voyage et plus on développe le goût de voyager. Plus on est curieux et plus on observe. OK. Oui. Est-ce que ça arrive des fois qu'on rencontre d'autres bateaux, qu'on développe une relation? Absolument. Parce que c'est la même Absolument. passion, dans le fond, que tu peux C'est ça. partager. On rencontre des gens d'Afrique du Sud, du Brésil, d'Argentine, de partout au monde, des Français, évidemment, des Anglais. Mais on a autant de plaisir à croiser les gens qui viennent d'ailleurs sur un bateau, parce qu'évidemment, on a des choses en commun, qu'à croiser les gens à terre et à apprendre à les connaître eux aussi et ce qu'ils font, leur culture, leur façon de vivre. C'est intéressant à c'est apprendre, très ouais. intéressant. Ça arrive, la première traversée, le premier matin, quand le soleil se lève puis qu'on voit notre île de destination là, qui se forme doucement à c'est l'horizon. magique. Là. C'est magique. Là, on est mordu, c'est foutu. On ne s'en sort pas. Je me demandais si vous avez un seul voyage qui vous reste. Est-ce qu'il y a une destination spéciale que Oui. vous avez dans la tête? Oui, mythique. Pour moi, c'est les Marquises. Les Marquises. Oui. Jacques Brel est décédé là, il finit ces jours-là, puis Gauguin a tout quitté puis est allé travailler là. Oui, c'est mythique comme C'est magique, destination pour moi, oui. Là, Michel, je me demandais, on part à l'inconnu avec son bateau. Est-ce qu'il faut craindre les pirates ou se faire kidnapper ou peut-être les bris de moteur? Tout dépend des eaux qu'on va fréquenter. Évidemment, il y a des endroits où il y a des pirates.
Et là, oui, il y en a. Des fois, je pensais que c'était juste dans les films. Non, malheureusement, c'est pas glorieux non plus. Et il va arriver des choses des imprévus, c'est certain. Okay. Si on est sur un voilier, panne de moteur, malheureusement, ça arrive. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est pas une catastrophe sur les voiliers, parce qu'on a... La voile, on se déplace autrement. C'est un peu un problème quand on arrive dans un port, par contre. Oui, ça arrivé quelquefois. Et il faut... À mon sens, il faut s'aguerrir à ça en faisant des voyages de plus en plus difficiles, mais dans des conditions pas toujours faciles. Et le prendre graduellement. Lorsqu'on fait des longs voyages comme ça, on doit voir des choses exceptionnelles. Plusieurs, mais une, entre autres, c'est un après-midi où le vent est très faible. On contourne Margarita, il n'y a pas beaucoup de courant, il n'y a pas beaucoup de vent, il fait un soleil magnifique. Et puis, une baleine passe à côté et on voit le jet. Et 2 minutes plus tard, le jet est à côté du bateau. La baleine est venue s'approcher? La baleine est venue à côté de ce baleineau, en fait, qui faisait peut-être 15 mètres. OK. Et il est à côté du bateau. Mais il est à 15 cm du bateau, hein? Il est juste à côté du bateau. Il est passé devant, on l'a suivi. Il nous a accompagnés pendant 1 heure. Wow, ouais. C'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup, M. Brassard, d'être passé dans mon garage. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye!